Allez, c'est parti pour une exploration assez fascinante, celle de nos mondes intérieurs. C'est un voyage qui, bien souvent, commence pile là où la logique, elle, s'arrête net. Ça part d'une expérience, une seule, qui vient tout bousculer. Alors, que se passe-t-il au juste quand un événement, indéniable, vient faire voler en éclats toute notre réalité? C'est vraiment la question de départ. C'est le moment où toutes nos certitudes s'effondrent. Et c'est là, bien souvent, que commence une vraie transformation. Une sorte d'invitation, un peu forcée c'est vrai, à regarder au-delà de ce qu'on croit savoir. Et pour illustrer ça, parlons de Mathieu Monade. Lui, c'est vraiment l'archétype de l'esprit scientifique. Il a un doctorat, il vient d'une famille athée, bref, le package complet. Pour lui, la réalité, c'était simple. C'est du matériel, du factuel. Point. La spiritualité, ah non, ça, c'était un truc pour les autres. Sa vision du monde était super claire. Quand on meurt, il n'y a plus rien derrière. Le néant total. Une certitude en béton, forgée par des années d'études et de rigueur académique. Et puis, un jour, tout bascule. Il est en vacances, tranquille, et là, en rêve, il reçoit un message. Mais pas n'importe lequel. Un truc super précis de son grand-père qui est décédé pour sa mère. Au début, évidemment, il est sceptique. Il se dit non mais c'est n'importe quoi. Mais bon, il finit par le transmettre, un peu à contre-cœur. Et là, la réaction de sa mère est immédiate. Elle est en larmes, complètement bouleversée. L'info était juste. Et comme si ça ne suffisait pas, le choc final arrive un peu plus tard. Une troisième personne qui ne connaissait rien à l'histoire confirme le message, mot pour mot. Alors là, face à une preuve pareille, impossible de nier. Toute sa réalité de scientifique, elle s'est complètement fissurée. Du coup, cette expérience, totalement inexplicable, ça a été le début d'une vraie enquête, une investigation personnelle. Il s'est dit « Ok, la science ne peut pas m'expliquer ça. Donc, il faut que je cherche les réponses ailleurs. » C'est comme ça qu'il s'est tourné vers le monde qu'on appelle ésotérique. Mais attention, il n'y est pas allé en mode crédule. Pas du tout. Il y est allé avec sa casquette de chercheur, avec la même rigueur, déterminé à comprendre comment ça marche, ces mécanismes de l'invisible. Et dans cette quête, il y a deux outils principaux qui sont sortis du lot. D'un côté, on a l'hypnose régressive. Ça a tout de suite parlé à son esprit scientifique. Pourquoi? Parce que ça permet d'être sa propre source d'infos. On ne dépend de personne, pas d'intermédiaire, c'est direct. Et de l'autre côté, le tarot de Marseille. Alors là, attention, pas pour lire l'avenir, non, plutôt comme une sorte de machine philosophique, un système de symboles super profond qui agit comme un miroir pour aller discuter avec son propre inconscient. Le tarot de Marseille, c'est quoi au juste? Il faut vraiment oublier l'image un peu cliché de la voyante. En fait, c'est bien plus un langage visuel. C'est un jeu d'archétypes, des images qui représentent toutes les facettes de l'expérience humaine. Le but, ce n'est pas de deviner ce qui va se passer, mais de comprendre ce qui est en train de se passer, à l'intérieur de nous, là, maintenant. Ça met en lumière les dynamiques cachées, les potentiels qu'on a juste sous le nez, mais qu'on ne voit pas forcément. Et tout le cœur du tarot, en fait, ça se trouve dans ce qu'on appelle le voyage du fou. C'est une histoire racontée par les 22 cartes principales, les arcanes majeures. Tout commence avec le mat, c'est la carte 0, le potentiel pur, le grand départ vers l'inconnu. Et puis, on traverse tout un tas d'épreuves, un peu comme dans la vie. On a le pendu, qui représente un blocage qui nous force à voir les choses différemment. On a l'arcane sans nom, la mort, qui symbolise une transformation radicale. Et ça continue jusqu'à l'arrivée, le monde, qui est l'accomplissement, l'intégration. C'est vraiment une métaphore de notre propre chemin de vie, en fait. Revenons à l'autre outil, l'hypnose régressive. Ça, c'est une approche beaucoup plus directe. L'idée, c'est d'entrer dans un état de conscience modifié, où le mental, le petit vélo dans la tête, il se met un peu en pause. Et ça ouvre la porte à des couches beaucoup plus profondes de la conscience. Pour un scientifique comme Mathieu, c'était juste la clé. Fini le besoin de croire quelqu'un d'autre. Là, il pouvait aller chercher l'info lui-même, à la source. Il a même poussé le truc jusqu'à vérifier des visions qu'il a eues. Par exemple, une bataille de chevaliers teutoniques. Il a tout vérifié sur Wikipédia après et ça collait parfaitement avec les faits historiques. Incroyable. Bon, utiliser ces outils, c'est génial. Ça ouvre des portes sur des mondes invisibles, c'est clair. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas un espace sans règles. Pour s'y balader en toute sécurité, il faut absolument comprendre comment ça fonctionne, quels sont les principes, les règles du jeu. C'est un voyage qui demande vraiment du discernement et pas mal de prudence. Alors, un des concepts fondamentaux à piger, c'est l'idée de multidimensionnalité. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est assez simple à imager. Pensez à un grand immeuble. Chaque étage, c'est une dimension différente. Tous les étages existent en même temps. Autre image, les poupées russes. Chaque poupée est un plan de réalité, imbriqué dans une plus grande. Ou alors une analogie que j'aime bien, c'est celle de la radio. En ce moment même, il y a des dizaines de stations qui émettent autour de nous, mais on n'entend que celle sur laquelle on a réglé le poste. Eh bien, notre réalité physique, ce ne serait qu'une seule de ces fréquences parmi tant d'autres. Et là, on arrive à un point super important, crucial même. Dans ces autres dimensions, toutes les infos, toutes les voix qu'on peut capter ne sont pas forcément bienveillantes, loin de là. C'est ce qu'on appelle le concept d'interférence. En gros, il y a des entités qui sont très douées pour se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Par exemple, les guides de lumière, pour nous tromper.
Le but, souvent, c'est de créer de la peur ou de se nourrir de nos énergies. Ok, mais alors comment on fait pour naviguer là-dedans sans se faire avoir? Il y a des règles. Premièrement, le discernement, c'est la base. Il faut toujours se poser la question, d'où vient cette info, c'est quoi l'intention derrière? Deuxième règle, la vérification croisée. Ça, c'est l'approche scientifique de Mathieu. Une info, il ne la prend pas pour argent comptant, il la fait tester par plusieurs équipes qui ne se connaissent pas. Si tout le monde arrive au même résultat, là, ça devient crédible. Troisième point, apprendre à repérer les manipulateurs. Et enfin, le plus important de tous, la règle d'or, le consentement. Aucune, je dis bien aucune interférence ne peut avoir lieu si, d'une façon ou d'une autre, on ne lui donne pas la permission d'entrer. Et en fait, toutes ces règles, toutes ces précautions, elles nous amènent à la plus grande révélation de tout ce voyage. L'idée que le pouvoir ultime, celui de se protéger, mais aussi de créer sa vie, il ne vient pas d'un sauveur extérieur. Non, il est déjà là, en chacun de nous. On n'est pas des victimes impuissantes dans cette histoire, loin de là. Il y a cette histoire incroyable. Pendant une enquête, une entité interférente a lâché le morceau, sans le vouloir. Elle a révélé sa plus grande peur. Elle décrivait la Terre comme une sorte de prison sous un dôme, un piège sans sortie. Mais si on inverse le truc, on comprend exactement ce qu'elle essayait de cacher. La vérité, c'est que l'être humain possède un pouvoir intérieur tellement immense que ça fait peur à ceux qui essayent de nous contrôler. Toute leur stratégie, c'est de nous maintenir dans l'ignorance de notre propre puissance. Alors comment on fait pour contrer ce système? Sûrement pas en partant en guerre frontale. La stratégie la plus efficace, qui serait partagée par des plans de conscience plus élevés, c'est celle du fruit pourri de l'intérieur. L'idée, c'est pas de combattre, c'est d'injecter tellement de conscience, de lumière, ici sur Terre, à travers chaque individu qui s'éveille, que le système basé sur la peur ne trouve tout simplement plus d'énergie pour exister. Il s'effondre sur lui-même parce qu'il n'a plus de prise. Mais attention, ce grand changement, il ne commence pas à l'extérieur. Il commence à une échelle très personnelle. Avant de vouloir changer le monde, il y a une étape essentielle. Il faut, comme dit Mathieu, regarder sous son propre tapis. C'est sa métaphore pour le travail intérieur. Se poser les vraies questions. Quelles sont mes propres failles, mes peurs, mes zones d'ombre? C'est seulement en nettoyant son propre bazar intérieur qu'on devient imperméable aux interférences et qu'on commence à rayonner différemment. Et ça, c'est la fin du rôle de la victime. Et ce pouvoir, il est juste immense. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les observations montrent que dans 95% des cas, à partir du moment où une personne prend conscience qu'il y a une interférence, elle a déjà en elle tout le pouvoir nécessaire pour la virer. 95%. Pas besoin de chevalier blanc, pas de sauveur extérieur, juste une prise de conscience et une décision ferme. C'est vraiment le message ultime de notre autonomie. Bon, savoir qu'on a ce pouvoir, c'est bien, c'est un super début. Mais l'utiliser, c'est une autre paire de manches. Alors la question, c'est comment on passe de la théorie à la pratique concrète. Le vrai challenge, il est là. Incarner tout ça dans la vie de tous les jours. C'est maintenant que le vrai boulot commence. Et il y a une pépite de sagesse qui a été partagée pendant une session qui dit tout. En gros, la première chose à regarder, ce n'est pas ce qu'on met dans sa bouche, mais ce qui en sort. C'est puissant ça. Ça veut dire que la priorité, ce n'est même pas ce qu'on mange, mais l'énergie qu'on émet. Nos paroles, elles créent notre réalité. Est-ce qu'elles créent de l'harmonie ou du jugement? De la peur, de l'amour? Ce qui sort de notre bouche, c'est notre premier et peut-être notre plus puissant acte de création. Du coup, être un acteur du changement, ça se joue vraiment dans les petits choix du quotidien. Ça veut dire choisir en conscience ce qu'on consomme, que ce soit les infos qu'on regarde, la nourriture qu'on mange, les produits qu'on achète. Ça veut dire choisir de mettre de l'harmonie dans nos relations, s'assurer que nos actions sont alignées avec nos valeurs profondes. Et puis plus largement, ça veut dire honorer le vivant, tout le vivant, sous toutes ses formes. C'est un engagement de chaque seconde en fait. Et finalement, tout ce voyage, de la science pure à la spiritualité, nous ramène à une seule et unique question. Si le pouvoir de changer notre réalité est vraiment en nous, alors la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on choisit de créer avec nos pensées, nos paroles, nos actions à partir de maintenant? Et cette réponse, bien sûr, elle appartient à chacun d'entre nous.